tacticiens militaires assignent alors un rôle théorique à l'hélicoptère en cas de conflit nucléaire. Mais une guerre conventionnelle éclate inopinément en Asie et tous ceux qui vantaient les mérites militaires de l'hélicoptère sont pris au dépourvu. Le 25 juin 1950, les troupes nord-coréennes traversent la frontière séparant la Corée du Nord communiste et la République de Corée du Sud. 16 pays vont se regrouper sous la bannière des Nations Unies pour repousser l'agresseur. Sous le commandement du général Douglas MacArthur, les forces alliées stoppent l'avance nord-coréenne et défendent le port de Busan, en Corée du Sud. Mais l'hélicoptère commence tout juste sa carrière militaire, et on en voit encore peu sur les champs de bataille. Pourtant, les chefs militaires savent qu'il peut être très utile pour les missions de reconnaissance. Mis en service dès le début du conflit, les hélicoptères vont alors jouer le rôle d'observateurs pour les troupes des Nations Unies. Dans les années 40, les constructeurs d'hélicoptères comme Sikorsky, Bell, Piasecki et Kaman font le maximum pour promouvoir leurs engins. Pourtant, l'armée leur consacre un budget très limité. Aux États-Unis, les constructeurs essaient toujours de convaincre l'armée des mérites de l'hélicoptère. This changed very suddenly in 1951 when North Korea invaded South Korea. And within about 2 or 3 days, the helicopter had proven its worth so much as a reconnaissance and as medical evacuation and everything else that the cry went out, get us more helicopters, send us all you can. And I would call the Korean War the war that proved the military usefulness of the helicopter. La fabrication en série s'accélère à l'usine Sikorsky de Bridgeport, Connecticut. On augmente la production du S-55, équipé d'un gros moteur Pratt & Whitney de 557 chevaux installé dans le cône avant. L'usine Bell à Buffalo, New York, fait de même. La carrière de l'hélicoptère militaire est lancée. La guerre de Corée, inattendue, commence en automne 1950 et s'achève au cours de l'hiver 1951. Les combats se déroulent dans des conditions difficiles et l'efficacité militaire de l'hélicoptère devient chaque jour de plus en plus évidente. Il est difficile de circuler sur les routes rudimentaires enneigées et verglacées. Le terrain est accidenté. Des inondations soudaines se produisent dans les vallées et toutes les voies de communication sont coupées. Les zones d'atterrissage pour les avions sont limitées. Les combats sont intenses et les blessés nombreux. Mais déplacer ces blessés par voie de terre vers les hôpitaux de l'armée, les fameuses unités MASH, est lent et pénible. En revanche, la tâche est aisée pour un hélicoptère comme le Sikorsky S-51. Déjà vieux de 5 ans, ce modèle est l'un des premiers hélicoptères utilisés en Corée. La faculté de l'hélicoptère à atterrir sur un bateau, à établir des communications rapides ou à atteindre des endroits inaccessibles est reconnue depuis longtemps. Et en Corée, c'est tous les jours qu'il a l'occasion de mettre en valeur ses multiples talents. Au début des années 50, les hélicoptères sont toujours lents, peu confortables et sous-motorisés. Avec un moteur radial de 456 chevaux, le S-51 ne peut transporter que 3 passagers ou 430 kg. Plus grand, le Sikorsky S-55 peut transporter 10 passagers ou 1300 kg. Baptisé H-19 par l'armée, l'un de ces hélicoptères va justement être soumis à rude épreuve début 1951. Il doit en effet transporter le moteur et la section arrière d'un MiG-15 accidenté pour que les experts de l'armée de l'air américaine l'examinent. Il remplit cette mission avec succès, transportant en outre 6 soldats coréens et un spécialiste des chasseurs à réaction. À cette époque, seul l'avion à voilure fixe effectue des missions aériennes de photoreconnaissance. Ces missions sont cruciales,
non seulement pour vérifier l'impact des attaques alliées sur les positions des Nord-Coréens, mais aussi pour localiser les batteries antiaériennes ennemies. Pendant la guerre de Corée, des réglementations interdisent aux hélicoptères de voler dans les zones exposées aux tirs de l'ennemi. Pourtant, lorsqu'ils sont utilisés pour des missions de reconnaissance, ils sont fatalement la cible des engins au sol, et il arrive parfois qu'ils soient touchés. Le souffle du rotor de l'un d'entre eux, volant à 90 mètres d'altitude, réussit même à faire exploser une mine ennemie. Vers le milieu de l'année 1951, on engage des pourparlers de paix qui vont durer 2 ans. Et ce sont des hélicoptères qui transportent les négociateurs alliés à la table de conférence. Mais l'hélicoptère acquiert ses lettres de noblesse dans un domaine totalement différent. Fuyant les troupes communistes, une multitude de réfugiés envahissent les routes de Corée du Sud. Ces milliers de gens sans abri et affamés justifient l'intervention des troupes des Nations Unies dans une contrée lointaine où les conditions de combat sont particulièrement difficiles. Ils sont le symbole rêvé. Au cours des 6 premiers mois de guerre, plus de 6000 soldats des Nations Unies sont blessés au cours des combats engagés pour défendre la Corée du Sud. À la fin de cette période, le Bell 47, l'Ange Salvateur, baptisé H-13 par l'armée, arrive en Corée. 6 semaines après le début du conflit, les premières évacuations sanitaires sont effectuées par le Sikorsky H-5. En décembre 1950, le Bell H-13, équipé de civières fixées sur les patins d'atterrissage, est immédiatement affecté aux unités MASH. Arthur Young, le concepteur du Bell, se souvient. I remember when I put the skids on, I thought it would be handy for people wanting to jump on like a fire engine. They could stand. I didn't think that you could put the stretchers on there too, but it worked out very nicely to carry the stretchers. Le Medivac Bell H-13 entre en action au tout début 1951 lors de l'offensive chinoise contre les troupes des Nations Unies. L'impact est immédiat. Le temps de transport d'un soldat blessé aux unités MASH est considérablement réduit. Grâce à l'hélicoptère, les soins sont plus rapides. Mais l'appareil permet aussi de transporter en toute sécurité des soldats blessés qui n'auraient pas résisté à un voyage par voie terrestre. Mais au front, les soldats blessés ne bénéficient pas tous de ces missions de sauvetage. En effet, seuls les blessés graves en profitent et on les surnomme d'ailleurs les blessés hélicoptères. Les hélicoptères Medivac connaissent un succès immédiat qui améliore la façon dont les blessés sont habituellement soignés par les forces armées. Jusque-là, ils étaient classés en 3 catégories. La première comprenait les blessés pouvant marcher. La seconde, les blessés graves dont les jours n'étaient pas en danger. La troisième, les blessés graves ayant besoin de soins pour survivre. Avec cette classification, les blessés graves étaient les derniers à être soignés. En effet, l'armée considérait que le temps passé à soigner un blessé grave pouvait être passé à soigner plusieurs soldats de la seconde catégorie. Mais désormais, si un hélicoptère est disponible, les soldats en danger de mort peuvent être transportés très rapidement et subir une opération. Les priorités ne sont plus les mêmes, les blessés graves sont privilégiés. En conséquence, les taux de mortalité baissent considérablement sur le champ de bataille. Si les unités MASH sont facilement accessibles, il est aussi désormais possible d'assurer une liaison aérienne avec des navires hospitaliers offshore. L'hélicoptère Bell H-13 est connu sous le nom d'Ange Salvateur, mais d'autres hélicoptères effectuent également des missions d'évacuation sanitaire et de sauvetage. Le Sikorsky H-5 est l'un des premiers à effectuer des évacuations sanitaires. Plus tard, des nacelles identiques à celles du Bell H-13 seront aussi installées sur l'appareil. Mais au début, les installations sont plus rudimentaires. Les blessés sont couchés sur des civières et leurs jambes dépassent par une fenêtre ouverte. Le
Sikorsky S-55 destiné à la marine est baptisé le HRS. Il améliore le confort et la capacité de transport du Medivac. Grâce au gros moteur radial Wasp monté à l'avant, il a la puissance nécessaire pour transporter 8 civières à l'intérieur de sa cabine spacieuse. Cette cabine étant isolée de l'air glacial, il est possible pour la première fois d'apporter des soins médicaux en vol. Certes, les pilotes des hélicoptères plus petits faisaient de leur mieux, mais désormais les blessés bénéficient de soins poussés, alors même qu'ils sont acheminés vers une unité médicale. Cette activité se poursuit jusqu'à la fin de la guerre. Le HRS, le H-19, le Bell H-13 et le Sikorsky H-5 évacuent les blessés des stations d'urgence et les transportent jusqu'aux unités MASH ou sur les navires hospitaliers. Le nombre d'hélicoptères Medivac utilisés pendant la guerre de Corée reste limité. Pourtant, leur impact sur le traitement des blessés de guerre est sans précédent. Grâce à cet hélicoptère, il est également possible d'effectuer un autre type de mission de secours. Le sauvetage rapide de pilotes perdus dans des endroits inaccessibles, sur terre ou en mer, devient une action quotidienne, souvent menée sous le feu de l'ennemi. Outre son utilisation sur le front, l'hélicoptère est aussi idéal pour l'installation de lignes de communication. Le Bell H-13 est équipé pour ce type de mission. Une bobine est installée entre les patins pour laisser filer le câble. Grâce à cette technique, la communication est établie dès que le câble touche le sol, et ce dans des endroits totalement inaccessibles avec d'autres engins. Quand un hélicoptère ou un avion s'écrase au sol, on sait bien qu'il est impossible de récupérer la totalité de l'appareil. Même les gros hélicoptères de cette époque sont incapables de transporter une telle charge. Mais on peut néanmoins récupérer les pièces intactes. Transportées à bord du Sikorsky HRS ou suspendues à l'extérieur de l'appareil, ces pièces peuvent ainsi être rapportées à la base où elles seront recyclées et stockées. Mais en dépit des capacités incontestées des gros hélicoptères utilisés en Corée, la livraison reste très lente. Pourtant, les services rendus par les hélicoptères ne sont pas toujours aussi spectaculaires que les missions d'évacuation sanitaire et de sauvetage. Le courrier et des suppléments de nourriture peuvent être livrés aux troupes situées aux avant-postes, en altitude, dans des endroits inaccessibles par les systèmes de transport traditionnels. Ces moments sans précédent dans l'histoire militaire sont d'un grand réconfort moral pour les troupes. Les premières missions tactiques où des bombes au phosphore sont larguées sur la cible au sol par la porte latérale rappellent la Première Guerre mondiale. Ce sont les Marines qui ont eu l'idée d'utiliser l'hélicoptère comme arme offensive dans ce conflit. Bien sûr, l'appareil va servir à transporter des armes, mais surtout, il va permettre de convoyer des troupes au-delà d'obstacles naturels en vue d'attaquer les troupes ennemies par surprise. Cette tactique, baptisée attaque verticale, a été expérimentée avant la guerre. Mais pour qu'elle soit efficace, il faut qu'un nombre suffisant de gros hélicoptères transportent les effectifs le plus vite possible. Le HRS, utilisé pour évacuer les troupes de zones difficilement accessibles, va désormais mettre sa grande capacité de transport au service de missions offensives. Voici une opération d'attaque verticale du flanc ennemi. L'expérience a lieu dans les conditions de combat réelles. À bord du Sikorsky HR, 230 Marines sont parachutés derrière les lignes nord-coréennes sur un sommet inaccessible par d'autres voies.
Le groupe de reconnaissance part en premier. Il établit la position et prépare le terrain pour les hélicoptères transportant le gros des effectifs. Grâce aux hélicoptères, les soldats survolent un terrain dont la traversée nécessiterait de longues et pénibles journées de marche. Le but est de quitter l'hélicoptère le plus vite possible. Mais descendre à l'aide d'une corde à nœuds n'est pas toujours facile, surtout si c'est la première fois. Aussitôt sur le terrain, l'avant-garde doit dégager le périmètre et en assurer la sécurité avant l'arrivée des autres Marines à bord des HRS. Lorsque le terrain est dégagé, les autres hélicoptères peuvent atterrir et débarquer le reste des troupes. Même si la corde à nœuds n'est plus le problème majeur, il est indispensable d'agir rapidement car chaque HRS doit céder la place au suivant. Chaque HRS transporte 6 Marines et leur équipement complet. Une fois au sol, les soldats se dirigent vers leur poste et établissent une zone de défense de 360 degrés. Certains partent en patrouille pendant que d'autres sont placés aux avant-postes pour protéger le gros des troupes. Les mitrailleuses sont installées de façon à pouvoir surveiller les voies d'accès empruntées par les troupes ennemies. Une fois que tout est en place, il ne reste plus qu'à attendre. Les soldats nord-coréens faits prisonniers par les patrouilles n'en reviennent pas de voir soudain apparaître les Marines américains derrière leurs lignes. Les prisonniers remettent aux Américains les tracts parachutés pendant la phase de préparation psychologique. L'étape suivante consiste à déposer leur ravitaillement. Les hélicoptères de transport de troupes sont également utilisés à cet effet. Là encore, le voyage est effectué en quelques heures seulement, alors qu'il aurait fallu des journées de marche dans le cadre d'une opération par voie terrestre. Grâce à un système de déverrouillage rapide fixé sur les lingues, le déchargement s'effectue en un minimum de temps. L'hélicoptère ne s'arrête que quelques instants avant de repartir vers la base. Des offensives de ce type annoncent des opérations d'attaque verticale beaucoup plus importantes lancées à partir de bases terrestres et de porte-avions. Le 11 octobre 1951, les Marines déclenchent l'opération Bumblebee. C'est la première fois qu'un bataillon entier est transporté par hélicoptère. L'histoire militaire est en pleine évolution, transformée par l'arrivée de l'hélicoptère sur le champ de bataille. Dans le cadre de l'opération Bumblebee, 12 HRS transportent près de 1000 Marines par vagues successives. En 156 vols et en l'espace de 6 heures, les troupes sont transportées sur un sommet de 914 mètres à 24 km de la base de départ. Les Marines exploitent vraiment le concept de liberté de mouvement totale mis en avant par Igor Sikorsky. Grâce aux hélicoptères, ils peuvent survoler la terre et la mer et parachuter leurs troupes dans les zones les plus difficiles d'accès. By the time we saw the 50s come around, we saw a greater capability being developed in the vertical flight or the helicopter arena. And the Army took advantage of this because it gave them mobility over the ground, slightly over the ground, got them up out of the mud, muck, and mire, and also afforded them the opportunity to traverse around obstacles that normally would hinder their operational capability. Pendant la guerre de Corée, les hélicoptères se rendent utiles dans pratiquement toutes les situations. Les tentatives de négociation de paix dureront 2 ans et durant cette période,
l'hélicoptère permettra aux négociateurs des Nations Unies de se rendre aux conférences de paix dans les meilleures conditions. Mais le souvenir de l'hélicoptère en Corée sera toujours lié à l'image de l'Ange Salvateur, celle du Medivac 47, baptisé le H-13 par l'armée, et dont le bruit caractéristique et les deux nacelles resteront des symboles inoubliables.